Impressionnant. Je suis Maxime Roger, je suis directeur de l'eau au Centre scientifique et technique du bâtiment. Quelques mots rapidement sur le CSTB parce que souvent vous le connaissez par les contraintes, les avis techniques ou des ATEX sur des opérations. Le CSTB, c'est un établissement public qui fait pour moitié de la recherche et pour moitié de l'accompagnement de l'innovation, des certifications, des essais sur les produits. Le CSTB a constitué en 2022 une direction dédiée à la gestion de l'eau. Et je vais vous faire donc un petit tableau global de la question de l'eau à l'échelle du bâtiment pour voir aussi quels sont les besoins aujourd'hui et comment on peut vous accompagner. Donc j'ai axé mon propos sur deux sujets qui concernent le logement, la question de la sobriété et la question d'utilisation des eaux non conventionnelles. Mais je vais commencer parce que c'est récent qu'on parle de l'eau. Je vais commencer par rappeler un peu quelques éléments que vous connaissez peut-être, mais au moins ça permettra de partager un peu des chiffres, un peu une vision commune de la question de l'eau et de l'évolution de cette question de l'eau dans les temps actuels. On a tous entendu parler de 2022, la grande sécheresse, la plus sèche. C'est pas la plus sèche, hein, c'est la deuxième, je crois, depuis 50 ans. Mais ce qu'il faut voir aussi, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière les grands messages, derrière les grandes moyennes qu'on donne, il y a aussi de grandes disparités dans l'espace et dans le temps. La question de l'eau, c'est une problématique qui est vraiment compliquée à gérer parce qu'elle est très localisée dans l'espace et dans le temps. Vous le voyez là, sur les cartes de gauche, on voit qu'en moyenne, la France va avoir toujours autant d'eau qui va tomber sur son sol. Par contre, elle ne va pas tomber au même moment. Elle va tomber plus en hiver, moins en été. 90% de l'eau douce qui tombe sur le territoire français, elle tombe en automne et en hiver. Ce qui fait qu'en printemps et en été, il y en a moins. Sur la carte de droite, c'est les cartes du ministère du Développement durable. C'est les périodes de crise, périodes où il y a eu des restrictions d'usage de l'eau sur le territoire. Donc là, c'est très très localisé, c'est carrément au niveau de chaque cours d'eau. Vous voyez que certains départements, certaines zones, ont déjà vu 9 années de suite des restrictions d'un mois sur les 9 dernières années, quoi. Donc ça, c'est les zones en rouge. Vous voyez que ça se concentre pas mal. Moi, je suis de Nantes, donc en Vendée, on a des petits problèmes, notamment que l'été, la population est multipliée par 5, voire 10. Donc on a un petit souci qui est très très local. Il n'y a pas de connexion entre les réseaux, ce qui fait qu'on ne peut pas se partager de l'eau facilement d'un territoire à l'autre. Ça passe par camion-citerne ou par palette de bouteilles d'eau, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Dans le temps, vous le voyez aussi. Alors là, j'ai repris un graphe qu'ont fait les spécialistes de eau du bassin rennais. Le graphe de gauche, il vous montre. Alors l'échelle de couleur, je ne l'ai pas modifié. Plus c'est bleu, plus c'est ancien, plus c'est rouge, plus c'est récent. Il fait de plus en plus chaud, d'accord? Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, on se déplace à la fois avec des étés qui sont de plus en plus chauds, ça vous l'avez tous vécu, mais ils sont de plus en plus secs aussi. Alors il y avait un autre graphe qui était un peu plus difficile à lire, mais finalement les périodes de sécheresse un peu critiques qu'on voit tous les X années, là le risque que ça apparaisse tous les 3 ans, puis tous les ans, se confirme. C'est vrai que la tension sur la ressource et la demande en eau, elle va être de plus en plus critique. C'est écrit petit, mais vous voyez qu'en 2022, finalement, on a eu la plus longue période de sécheresse de l'histoire. Les 3/4 du territoire concerné par des restrictions. Un mois de mai avec 60% et un mois de juillet 85% de précipitations en moins par rapport à d'habitude. Bon, voilà, 500 communes qui ont été approvisionnées par des camions ou des bouteilles. Le but, c'est pas d'être alarmant, mais de prendre conscience quand même des spécificités. Il n'y a pas de grande solution moyenne. Alors là, je vous ai mis les données issues de l'Observatoire de l'eau sur les volumes prélevés. L'eau potable, en termes de volume prélevé, ça représente à peu près 20% des prélèvements en France. Vous voyez que là, c'est 60% sur les derniers chiffres que j'avais. Ça sert à produire de l'énergie, à refroidir des centrales thermiques notamment. Alors c'est de l'eau qu'on restitue au milieu, mais sauf que quand l'eau n'est pas disponible, ça veut dire qu'on ne peut pas produire d'énergie. Donc un été chaud et sec, s'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas climatiser. Enfin, voilà, donc c'est un peu à chaque fois le serpent qui se mord la queue. L'eau, il faut qu'elle soit présente quand on en a besoin. Sur le camembert de droite, c'est l'eau consommée. Donc là, c'est l'eau qu'on ne restitue pas au milieu. Donc, par exemple, pour l'eau potable, ça correspond en grande partie aux fuites du réseau. C'est de l'eau qui est perdue. On la prélève, mais on ne la restitue pas au milieu. Pour l'agriculture, c'est de l'eau qui est transformée en nourriture ou qui est évaporée. Donc là, ça sert à quelque chose, effectivement. Les ordres de grandeur, 150 litres par habitant et par jour, c'est le volume d'eau potable que le Français moyen consomme. C'est une grosse moyenne, c'est vrai que ça peut dépendre un peu des profils de Français, profils de logement, profils de ménage.
On voit aussi que les Français seraient prêts à payer plus pour sécuriser l'approvisionnement en eau. Dans certains cas critiques, on a même eu des Français qui étaient prêts à payer rubis sur l'ongle l'eau quand il n'y en avait plus, en disant mais moi je suis prêt à payer, oui mais il n'y en a plus de l'eau. Donc il faut quand même se... Enfin, ça ouvre des perspectives en termes de tarification de l'eau. On sait qu'aujourd'hui l'eau n'est pas chère en France. Si le prix de l'énergie augmente, si la ressource devient rare, voilà, il va falloir trouver aussi des leviers. Probablement que les Français sont prêts à payer un peu plus cher leur eau potable si elle est sécurisée. Je descends un petit peu d'échelle, je rentre dans le logement, pas que le logement, mais dans le bâtiment plus largement. Donc c'est des chiffres qui sont un peu variables selon les entités de gestion, mais les moyennes sont à peu près là. L'eau potable qui arrive dans le bâtiment, il n'y en a que 1% qu'on boit directement. Et à peu près 7% qui sert à l'alimentaire en tant que tel, donc pour faire la cuisine notamment. L'hygiène, c'est plus de la moitié. Toilette, salle de bain. Et après, le reste, c'est du nettoyage ou de l'arrosage d'espaces verts. Bon, je les laisse un petit peu quand même, parce qu'on se rend compte que 20% de l'eau, c'est ce qu'on monte du doigt dans les fuites, mais c'est aussi celle qui nous sert à faire nos besoins tous les jours. Donc ça peut interpeller aussi, mais c'est aussi des solutions derrière pour diminuer notre besoin. Alors j'ai mis aussi quelques chiffres issus, alors c'est l'agence de l'eau Loire-Bretagne, mais ça donne aussi des ordres de grandeur. Quand vous lavez votre voiture, c'est au rouleau, ça, 200 litres, c'est un passage au rouleau, 200 litres. Voilà, il y a des équipements comme ça dont on ne se rend pas forcément compte quotidiennement des volumes qui passent par ces équipements dans le bâtiment. Alors, vous avez certainement entendu parler du plan eau et des 53 mesures annoncées par le gouvernement. Donc dans ces 53 mesures, j'ai extrait les principales mesures qui concernent le logement. Il y en a d'autres qui concernent à différentes échelles les acteurs, qui touchent à l'eau. Donc ça peut être l'industrie, l'agriculture, mais ça peut être aussi uniquement les financements. Donc moins 10% d'eau prélevée d'ici 2030 pour tous les acteurs. Développer la réutilisation sur le territoire. Alors derrière le jargon, réutilisation des eaux usées traitées, etc. Dans le bâtiment, moi je mets tout dans le même paquet. C'est de l'eau usée traitée, c'est de l'eau non conventionnelle, c'est de l'eau de pluie. On verra, il y a quelques planches derrière, mais c'est assez vaste. Et investir dans la recherche et l'innovation sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, c'est un petit peu bloqué sur la gestion de l'eau pour des raisons de prévention au niveau de l'hygiène et de la santé. Aujourd'hui, la réglementation protège de manière très stricte le risque sanitaire sur l'eau. Mais en l'occurrence, il est possible d'innover, il est possible de faire des changements de paradigme. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui est possible, ce qui est en train de s'ouvrir, ce qui est déjà ouvert et ce qu'on peut faire. Donc, première partie, je vais illustrer un peu la sobriété. Après, je reviendrai sur les eaux non conventionnelles. En matière de sobriété, j'ai pris deux cas d'usage pour vous illustrer de quoi on peut parler. Un cas d'usage à l'échelle du bâtiment et un cas d'usage un peu plus à l'échelle de la collectivité. Donc voilà, chacun pourra un peu s'y retrouver. Donc le cas d'usage pour un bâtiment, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer notre consommation d'eau sur le bâtiment. Alors déjà, on est un centre scientifique et technique, donc nous on a commencé par essayer de comprendre où étaient les usages et essayer de bien définir comment était consommée l'eau dans le bâtiment. Parce qu'en fonction de l'âge du bâtiment, en fonction des profils d'usagers, etc., il peut y avoir des consommations extrêmement différentes. Ensuite, on a essayé de définir pour chaque usage, douche, toilette, lavage de la vaisselle à la main ou à la machine, etc., des signatures et pour pouvoir organiser un suivi de la consommation du bâtiment. Et finalement, de regarder, en fonction de tous les profils de bâtiment, ce qui était la moyenne, ce qui était des usages économes, ce qui était des usages au contraire plutôt du gaspillage ou peu économes. Et à la fin, le but du jeu de toutes ces mesures et de tout ce suivi, c'est de pouvoir alerter sur les surconsommations, mais aussi guider vers les bonnes pratiques. Les éco-gestes, d'une part, savoir ce que ça apporte concrètement, mais aussi sur des possibles actions directement sur le bâtiment. Qu'est-ce que je peux modifier sur le bâtiment, soit en le rénovant, soit en remplaçant des équipements, pour quels effets? Finalement, là, ce que je vous présente, on parle d'eau, mais on a eu le même raisonnement sur l'énergie. Sur le carbone, c'est assez classique. On observe, on essaie de simuler, on fait les meilleurs choix et on guide ensuite l'action pour obtenir les résultats attendus. Donc voilà, premier objectif, diagnostiquer, ensuite simuler pour définir les
les leviers principaux, faire une balance coût-bénéfice aussi, puisqu'il n'y a pas de travaux gratuits dans cette affaire-là, et ensuite mettre en œuvre et évaluer les résultats. Alors, pour faire toutes ces simulations, au CSTB, on utilise une technologie assez unique, la base de données nationale des bâtiments. Vous aurez l'occasion, si vous prenez le temps d'aller à la conférence de mes collègues, je ne sais plus à quelle heure elle est vers 16h, 16h30, 30 millions de bâtiments en France métropolitaine, plus la Corse, qui sont dans cette base de données. Cette base de données, elle agrège l'ensemble des données publiques disponibles sur le territoire français. Donc ça fait à peu près 30 millions de bâtiments et on a une fiche par bâtiment avec plus de 400 données par fiche. Donc on a finalement agrégé des données foncières, de sol, de DPE, voilà, tout un tas de données qui existaient sur le bâtiment. Et on a tout ramené à l'échelle du bâtiment. La vraie force de cette base de données, c'est que l'objet central de la base, c'est le bâtiment, l'objet. Ce n'est pas la parcelle, ce n'est pas l'adresse, c'est un objet physique qui est un bâtiment. Donc la vocation de cette base, c'est d'avoir un socle mutualisé pour pouvoir faire des simulations à l'échelle d'un bâtiment, d'un parc, d'un territoire, voilà, pour guider, faire de l'aide au choix pour les différents acteurs. Dans le cadre de l'eau, ce qu'on a réalisé, on a travaillé avec un propriétaire d'un parc et le but du jeu, c'était de l'aider à définir une stratégie de gestion de l'eau sur son parc. Et la première chose qu'on a faite, c'est prendre dans notre base de données tous les bâtiments, identifier le nombre d'habitants par bâtiment, simuler les usages sur ces bâtiments, recaler avec des estimations d'équipement et d'âge d'équipement dans ces bâtiments pour simuler les consommations dans ce parc. Ces simulations, on les a modélisées donc, sur notre base de données. On les a recroisées avec les données de charge de ce gestionnaire de parc, puisque là, on avait des consommations réelles observées. Et on a simulé des améliorations de ce parc. On rajoute des réducteurs de pression, on change la robinetterie, on modifie les équipements de ces bâtiments. Et on s'est rendu compte qu'en traitant 30% des logements, on pouvait déjà diminuer de 12% la consommation d'eau de l'ensemble du parc. Donc ça, c'est une illustration concrète de l'aide à la définition d'une stratégie, de l'aide au choix. Ici, en traitant 30% des logements, on obtient les moins 10% attendus par le plan eau. Alors après, il faut croiser tout ça avec les autres objectifs, les objectifs carbone, les objectifs économiques, les objectifs énergie. Peut-être que ce ne sera pas les mêmes 30% qu'on va traiter à chaque fois, donc il faut trouver ensuite les meilleurs choix. Mais en tout cas, sur l'eau, on apporte vraiment des éléments d'aide à la décision pour faire des choix de rénovation. Ça allait un peu vite, pardon, je reviens. À l'échelle d'une collectivité, donc là c'est un peu pareil, on va avoir un parc de logements assez conséquent, mais limité à un territoire. Donc il est moins éclaté, il est plus localisé. On a lancé un projet participatif avec les collectivités territoriales pour actualiser tous les référentiels de données de consommation sur les territoires. Donc le but du jeu ici, c'est de pouvoir aider la collectivité à porter une politique publique de sobriété sur son territoire. Donc, par exemple, l'an dernier, chacun dans sa ville a pu voir peut-être son maire ou sa mère lui proposer soit des cuves de récupération d'eau de pluie, soit des réducteurs de pression, etc. Là, l'idée, c'est que ces politiques publiques, elles ont été faites avec plein de bonnes intentions, parfois sans objectif prédéfini. On voulait faire du mieux qu'on pouvait. Là, l'objectif de ce projet de ROB, c'est de pouvoir dire si je mène telle action publique sur tel territoire, je vais avoir tel effet en termes de consommation d'eau. Donc pour ça, j'actualise le référentiel de données, je fais des simulations sur mon territoire, et ensuite je peux scorer les politiques publiques, éco-gestes, les guides, les subventions, la rénovation, etc. Donc ce projet, il démarre, on en est à la tâche 1 avec les collectivités que j'ai repris en bas, les premières porteuses de ce projet, et on est en phase de recrutement pour élargir le scope et avoir le plus de collectivités participantes possible, parce que plus on aura de collectivités, plus on aura de représentativité des mesures qu'on fait. Donc, dans ce projet-là, on va actualiser les données sur les équipements, c'est-à-dire que la robinetterie n'est plus la même que celle qui était il y a 20 ans, et les référentiels de données réglementaires ou normatifs, aujourd'hui, sont un petit peu obsolètes. Donc on va commencer par actualiser les référentiels de données sur les équipements. Ensuite, on va aller instrumenter in situ. L'objectif, c'est 500 foyers pour
faire des mesures réelles sur les consommations de ces équipements avec des usages. Et ensuite, il y a une dimension à la fois technique et une dimension sociale. Et à la fin, on va utiliser toutes ces données pour, comme je l'ai dit, donner des critères d'aide au choix et aider la collectivité à construire une politique prospective, puisque là, on va pouvoir se projeter avec l'évolution démographique d'une part, mais aussi les éventuels changements sur la tarification que la collectivité pourrait imaginer. Voilà, 2 illustrations sur la sobriété. Maintenant, je fais un petit zoom sur le recours aux eaux non conventionnelles. Là, je vous partage un très très court extrait du travail considérable qui a été mené par l'ASTE. L'ASTE, c'est l'Association des services techniques eau et environnement. Donc, c'est une association de collectivités et de professionnels qui travaillent sur l'eau et les déchets. Et qui a fait tout un travail d'inventaire des couples, usages et types d'eau non conventionnelle pour les usages domestiques et tertiaires, pour les usages urbains, pour les usages industriels et pour les usages agricoles. Ici, je vous montre le tableau extrêmement synthétique pour les usages domestiques et tertiaires. Alors, je n'ai pas pu le récupérer, donc c'est une capture d'écran, donc c'est écrit petit. Vous avez en colonne les différents types d'eau. Donc vous avez des eaux usées traitées, des eaux usées de stations d'assainissement non collectives, vous avez des eaux grises. Des eaux grises, dans le rapport, il le sépare en très gris ou pas très gris. Il y a les eaux noires, il y a les eaux de pluie, il y a les eaux pluviales, il y a les eaux industrielles. Voilà, il y a tout un tas de types d'eau qui peuvent atteindre un bâtiment. Et en ligne, les différents usages qu'on peut en faire. Donc, les scores qui sont indiqués sont uniquement les scores de priorité d'investigation du groupe de l'ASTE. Je vais vous mettre maintenant des couleurs sur ce qui ressort comme des choses qui peuvent bien marcher, qui sont matures et qui peuvent être massifiées. Donc vous avez par exemple, et ça paraît assez naturel, les toilettes, où on pourrait utiliser n'importe quel type d'eau dans les toilettes. Ça, il y a déjà un paquet de démonstrateurs. Il n'y a que la case eau de pluie qui est autorisée aujourd'hui. Mais finalement, ce sont des couples usages type d'eau qui sont assez matures et assez facilement massifiables. L'eau de pluie pourrait être utilisée, et ça c'est déjà réglementairement autorisé pour le lavage des sols, l'arrosage des jardins, le lavage du linge, donc ça c'est un truc qui existe déjà dans la réglementation. Par contre sur les eaux grises, il y a un petit peu à travailler encore, parce que là c'est pas tout à fait cadré. Et puis le deuxième usage qui ressort assez massivement, c'est la partie espace vert. Lavage de véhicules aussi, mais voilà, espace vert, où là, je vous prendre l'illustration de certains PLU qui mettent un peu de contradiction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans un PLU, il faut faire des enveloppes végétalisées, mais il faut les arroser à l'eau potable aujourd'hui. Aujourd'hui, si on fait une enveloppe végétalisée sans prévoir l'arrosage, première été, c'est foutu, quoi. Ça ne marche pas. Donc là, il faut commencer à imaginer des bâtiments où on aurait ces usages. Vous vous rappelez tout à l'heure du graphe, là, espace vert et toilettes, vous êtes entre 20 et 50% déjà de consommation. Hein. Donc, c'est pas négligeable. Et pour lesquels l'ouverture réglementaire est en cours. Alors l'ouverture réglementaire, ça ne veut pas dire que tout sera autorisé, mais ça veut dire que c'est plus interdit de manière dogmatique comme ça l'a été jusqu'à présent. Qu'aujourd'hui, on peut faire des bâtiments avec ces solutions-là. Il faut solliciter une dérogation auprès du préfet de département, et pour ça, il faut un peu monter un dossier. Et ces dossiers techniques, le CSTB souhaite œuvrer pour les standardiser, c'est-à-dire faire des guides de façon à ce qu'on puisse assez facilement reproduire des solutions qui fonctionnent, et de façon à ce que les instructions soient facilitées. Et nous, on va travailler dans le sens de la massification des solutions qui fonctionnent. Voilà. Le rapport mentionne un certain nombre de freins et de leviers. Je vous ai mis en vert les sujets sur lesquels nous, CSTB, on contribue par notre rôle et de chercheur, d'experts, mais aussi notre rôle d'évaluateur. L'élaboration de doctrines techniques, le couplage entre le bâti ancien et le neuf, faire l'adéquation entre telle solution dans un bâtiment existant, c'est parfois plus complexe que dans le neuf. Et puis la partie co-bénéfice aussi, quand on regarde dans une démarche globale, le fait d'apporter des eaux non conventionnelles, ça peut avoir un couplage avec l'énergie, avec l'économie, avec le bilan global du bâtiment. Quand on fait le bilan carbone d'un bâtiment, si on met des eaux non conventionnelles, il y a forcément des tuyaux en plus,
mais pour un gain derrière. Et donc faire la balance entre ce que je consomme en carbone au moment où je fais le bâtiment, mais ce que je gagne derrière sur la ressource, c'est le genre de choses que le CSTB fait dans son approche globale. En synthèse, donc, ce qu'on peut vous apporter, dans le neuf comme dans l'existant et aux différentes échelles. La plus petite échelle pour nous, c'est le procédé et le bâtiment. Et ensuite, à l'échelle d'un parc ou d'une collectivité, anticiper, s'approprier les contraintes environnementales et ressources de demain, et utiliser les outils numériques comme la base de données nationale des bâtiments que je vous ai montré pour vraiment prendre les bonnes décisions et les bonnes orientations. Et l'expertise pluridisciplinaire, elle est présente avant, pendant et après le projet. Souvent, on le voit pendant ou après sur les phases un peu compliquées d'évaluation, quand on est en train d'essayer de rassurer le contrôleur technique de telles solutions innovantes sur un bâtiment. Mais le CSTB intervient aussi dès l'amont, au moment des orientations stratégiques, pour faire des études d'impact, pour aider à la rédaction de cahiers des charges, parce que parfois, quand c'est innovant, quand c'est pas standardisé, il faut un peu s'approprier des clauses pour avoir de l'innovation dans ces projets. C'est aussi identifier dès l'amont les verrous pour éviter de s'y prendre trop tard. Plus on s'y prend tôt en général, plus on peut corriger, ajuster, et en général mieux ça se passe. Et puis après suivre les expérimentations. Là sur la partie eau non conventionnelle, il est clair qu'il va falloir trouver une balance intelligente entre la conception, l'installation et l'exploitation. Donc du monitoring, il y en aura. Et pour le coup, là, tout n'est pas encore disponible sur le marché en termes de contrôle de la qualité d'eau dans un bâtiment. Imaginons une maison individuelle. Il n'y a pas forcément un exploitant technique qui vient faire le suivi de l'installation. Donc voilà, tout ça pour rédiger des règles techniques, des guides d'évaluation et massifier le recours à ces eaux non conventionnelles. Je vous ai rappelé la frise un petit peu en dessous des différentes étapes, de la recherche, de l'expertise, du conseil, des essais, de l'accompagnement, de l'évaluation et de l'observation. Et après cette présentation, je vous remercie. J'espère que c'était clair, digeste, mais je suis à votre disposition pour plein de questions. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir la massification, en tout cas le développement du recours à l'eau de pluie pour tout un tas d'usages. Comment est-ce que vous le voyez dans un contexte à venir de potentielle sécheresse et du coup, est-ce que les potentiels de récupération seront suffisants pour alimenter l'ensemble des usages ? Ça se regarde au cas par cas. Je ne peux pas vous faire une réponse comme ça. Ce que je peux vous faire comme réponse, c'est que mettre une cuve de 300 litres sur une maison, ça ne se marche pas. Donc par contre, ça se dimensionne au cas par cas. Il y a peut-être des échelles où ça marchera plus ou moins bien. Bon, si vous mettez 3 ou 5 mètres cubes, déjà, ça commence à être un peu conséquent. Vous ne couvrirez pas toute la période estivale. Vous ne pourrez pas arroser votre jardin indépendamment de ça. Donc l'eau de pluie seule, ça ne suffira pas forcément. L'eau pluviale, où là on va commencer à rentrer dans une échelle collective, une échelle de gestion, ça peut déjà aussi permettre de lisser un peu la différence entre le moment où l'eau tombe et le moment où on la restitue pour le besoin. Moi je crois plus dans le bâtiment au mélange, donc eau de pluie, eau grise, et avec de l'appoint eau potable quand nécessaire, mais finalement je pense que l'eau de pluie en tant que telle, c'est toujours ça de prix, mais ça ne couvre pas tous les besoins. Bonjour. Comment se passe maintenant la gestion des taxes, étant donné qu'on rejette moins d'eau dans les réseaux et que les taxes sont sur l'eau consommée pour l'aide au développement des sociétés de compagnie des eaux? Alors vous posez dans certaines communes, il y a déjà des surveillances en fonction des débits rejetés qui ne correspondent pas à une consommation d'un logement. Et donc... La question que vous posez est extrêmement complexe parce que c'est très local. Et je ne pourrais pas vous répondre dans le détail. Ça évolue, à la fois sur la tarification de l'eau potable et sur l'assainissement, mais c'est très local, je ne peux pas vous répondre dans l'absolu. On voit apparaître des tarifications sociales de l'eau. On voit se réfléchissent aussi des tarifications saisonnières de l'eau. Il y a tout un tas de sujets en cours, mais je ne peux pas vous répondre plus précisément que ça. Bonjour. Est-ce qu'on a une idée de la part des pertes du réseau d'alimentation en eau potable
Alors, la moyenne nationale, c'est 20%. Mais il faut faire attention à cette moyenne-là, puisque derrière ce 20% se cachent des villes ou des agglomérations qui ont un très bon rendement. Et quand je dis très bon, c'est de l'ordre de 90%. Il faut voir qu'après 90%, on commence à chercher des fuites au goutte à goutte sur des connexions. Enfin, ça devient très, très, très compliqué à trouver. Et donc, on a des agglos qui sont à plutôt 85-90% de rendement. Et puis des petites villes ou des petits EPCI qui, eux, sont plutôt à 70% ou moins. Donc, derrière la moyenne de 20%, il faut faire attention aux conclusions qu'on en tire. La plupart des métropoles, elles, continuent à entretenir le réseau avec un monitoring hyper précis et voilà, atteignent une limite haute qui n'est pas 100%. Par contre, sur un certain nombre de PCI, on peut agir très significativement pour passer de 50% à 75-80%. Donc c'est très, très localisé comme problématique. Oui, bonjour. Une question, je comprends votre étude qui est basée sur les usages dans le bâtiment. Quelle corrélation est-ce qu'il y a avec une étude plus globale? Un exemple, la photo que vous montrez, on voit bien qu'il y a peu d'espace vert, donc peu d'arrosage. Pour autant, on imagine bien qu'il va falloir climatiser ces bâtiments dans les prochaines années, qu'un peu de végétation, il y aura un arbre, une ombre portée, un confort d'été, et d'autres choses qui, sur le circuit global de l'eau, sont beaucoup plus vertueuses qu'une simple économie. Sans aucune polémique, on l'a vu sur les questions des méga-bassines où j'ai besoin d'eau, je stocke de l'eau, je restitue, mais finalement, les nappes secondaires ne sont plus alimentées, donc je vais apporter la sécheresse dans les champs qui sont autour, qui ne sont pas alimentés par les méga-bassines. Donc, des choses en conséquence qui font polémique. Je n'ai pas de point de vue là-dessus aujourd'hui. Est-ce que dans votre étude, il y a une étude globale sur le circuit de l'eau dans la ville notamment? Alors, chaque étude, moi l'étude que je vous ai présentée, c'est une étude qui se voulait identifier des leviers d'action en matière de sobriété. Si vous êtes sur un projet en particulier, que ce soit un bâtiment ou une ZAC, ou voilà, sur un projet localisé, il faut mener ce genre d'études. Comme je disais tout à l'heure, si vous prévoyez une enveloppe végétalisée mais pas l'arrosage, vous ratez, ça ne marchera pas. Et de la même manière, si vous prévoyez l'arrosage mais pas les conséquences que ça a sur le reste, ça ne marchera pas non plus. Donc il faut que chaque projet intègre cette dimension. L'eau fait... J'ai vu des projets sur lesquels le prisme était focalisé énergie-carbone. S'il n'y a pas l'eau, ça ne marche pas non plus. Voilà, donc vous avez raison, il faut que tous les projets fassent l'objet d'une étude complète, sans mettre de côté notamment la question de l'eau. Voilà. Mais ce n'est pas mon étude qui fait ça, c'est chaque projet qui doit faire l'objet d'une étude de conception qui intègre toutes les composantes. Bonjour. Ma question est un peu proche de celle de la précédente. Je me demandais, si on récupère l'eau en ville, est-ce que c'est un gain net ou est-ce qu'il peut y avoir des conséquences négatives en aval? Est-ce que ça peut accroître la sécheresse, par exemple, en aval? Encore une fois, je vais pas faire une réponse de Normand, je vais essayer de vous répondre clairement. Si vous êtes à la source du cours d'eau, oui, il y a des conséquences en aval. Vous allez en perdre un peu, mais vous allez en restituer aussi un peu, donc ça se calcule. Si vous êtes en bord de mer, forcément, là, à l'aval, il n'y en a plus. Donc là, l'intérêt, il est immédiat. Donc il n'y a pas une réponse unique. Sur des régions où on est extrêmement tendu, je vous ai montré la Vendée tout à l'heure, la Vendée, on multiplie par entre 5 et 10 la population en été, il ne se pose pas de questions. Il n'y a plus personne en aval, là il faut répondre à la demande, il y a un besoin qui est extrêmement, extrêmement fort pendant la période d'été, et là il faut qu'ils aient de l'eau, quoi. Mais oui, la réponse, elle est forcément la compétition des usages entre l'amont, l'aval, l'agricole, l'industrie, le logement, etc. Oui, ça se regarde aussi. Après, il y a des usages où c'est évident qu'on va y gagner. Si on commence à prendre l'eau d'une piscine pour nettoyer la voirie, là, vous êtes forcément sur le bénéfice. C'est bon ? Bah, non. Monsieur, depuis le début, il a une question. En fait, j'avais plusieurs questions, mais je vais laisser qu'une. On n'entend pas. On n'entend pas. Si, on entend. Bon, au niveau des statistiques, est-ce qu'on peut comparer la filière humide à la filière sèche en matière d'eau?
C'est-à-dire la quantité d'eau qu'on va utiliser pour construire un bâtiment avec du béton par rapport à une filière sèche. Est-ce qu'il y a des données sur... Alors, il y a de la donnée. Je ne l'ai pas en tête là, donc je peux pas répondre. Mais par contre, oui, elle existe, cette donnée. Ouais. On peut faire un bilan sur un bâtiment de consommation d'eau pendant sa phase de construction et d'exploitation, effectivement. Bon, merci.